Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés face aux crises politiques, crises plurielles. On a vu la séquence sud-coréenne ces dernières heures qui a été effectivement assez lapidaire, on va le dire comme ça. Et puis évidemment la crise politique du moment qui s'étend et qui va sans doute s'étendre encore un peu plus en France, puisque la censure pend au nez du gouvernement Barnier peut-être dans les prochaines heures. Des marchés qui affichent quand même une certaine résilience face à ces crises politiques. Certes, les actifs français ont déjà escompté une bonne partie des mauvaises nouvelles depuis la dissolution du 9 juin dernier, mais depuis quelques jours, on voit quand même une forme de résilience s'installer avec un CAC 40 par exemple, qui arrive à se raccrocher au niveau des 7300 points ce soir. Vous aurez plus de détails sur la séance en cours avec Pauline Gratel dans un instant. Au-delà des considérations politiques et macroéconomiques, nous y reviendrons avec nos invités de Planète Marché, les entreprises continuent de publier leurs résultats, certaines d'entre elles notamment, et c'est Salesforce qui est à l'honneur aujourd'hui. Le roi de la relation client est plus que jamais enthousiaste sur ce qu'apporte l'intelligence artificielle à ses outils de CRM. Le discours de Marc Benioff est effectivement rempli d'enthousiasme à l'occasion de la publication des résultats qui avaient lieu hier soir. Des résultats records, une marge opérationnelle record, un cours de bourse qui bondit de 10% à l'ouverture de Wall Street cet après-midi et qui atteint des niveaux records. L'IA reste un thème puissant, on le comprend, dans les marchés et dans la dynamique des marchés américains notamment. Salesforce à l'honneur. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, eh bien tiens, nous parlerons d'innovation, nous reviendrons sur la cérémonie de remise des trophées de l'innovation organisée par LBPM qui se tenait au début du mois de novembre pour célébrer le lauréat du prix de la Health Tech de l'année. C'est le cofondateur de Synapse qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Synapse qui développe des outils d'aide à la décision pour le corps médical. Tendance, mon ami, chaque soir, Pauline Gratel est avec nous en ouverture de Smart Bourse pour nous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Nous parlons à un moment où la situation politique en France est plus que jamais incertaine. Oui, la motion de censure déposée par le NFP et le RN à l'encontre du gouvernement Barnier est en train d'être votée à l'Assemblée nationale. À ce stade, les marchés financiers résistent avec un CAC 40 qui rebondit autour des 7300 points aujourd'hui. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser de la situation vue du marché obligataire ? À noter tout d'abord, c'est l'euro qui décrochait ce matin avec un euro-dollar qui était à 1,0480 avant de se redresser un peu à 1,05. Le spread franco-allemand est toujours tendu autour de 85 points de base avec un rendement français à 10 ans au-delà de 2,90% et avec un rendement allemand à 10 ans autour de 2,10%. C'est la semaine de l'emploi américain avec plusieurs statistiques qui seront publiées jusqu'au grand rapport de vendredi. Nous avions aujourd'hui l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de novembre. Oui, l'enquête ADP montre que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu, avec 146 000 créations en novembre. Le chiffre d'octobre a été révisé en baisse de 49 000 créations. Cela devrait offrir à la Fed davantage de marge de manœuvre pour poursuivre son cycle de baisse des taux. La prochaine réunion aura lieu les 17 et 18 septembre prochains. Pour l'instant, le marché table sur une baisse de 25 points de base. Décembre, bien sûr, 17 et 18 décembre prochain pour la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs ont pris connaissance également des enquêtes de conjoncture ISM pour la partie services aux États-Unis au mois de novembre. Oui, il ressort inférieur aux attentes à 52,1 contre un consensus de 55,5 et après 56 en octobre. En zone euro, le PMI service ressort à 49,5, supérieur aux attentes, et après 51,6 le mois précédent. Le PMI composite s'établit à 48,3 en novembre. Qu'en est-il des mouvements observés sur le marché obligataire américain spécifiquement ? Après ces publications, le rendement américain à 10 ans remonte autour de 4,30%. Le rendement de l'obligation à 2 ans tourne autour de 4,20%. Le dollar continue de s'apprécier. Aussi, les cours du pétrole remontent un petit peu alors que l'OPEP se réunit demain avec un baril de Brent autour de 74 $. Bon, et puis je le disais en introduction, ni la France ni l'Allemagne n'ont le monopole des crises politiques. La confusion règne encore en Corée du Sud aujourd'hui. Oui, le président a tenté hier d'imposer la loi martiale dans le pays, refusée par les parlementaires. Aujourd'hui, l'opposition a déposé une motion de destitution contre lui. La conséquence sur le marché a été
directs, le won est tombé au plus bas de 2 ans face au dollar avant de se stabiliser. Et puis côté entreprise, Salesforce nous démontre que le thème de l'IA a encore un peu de dynamique et de ressort aujourd'hui. Salesforce qui publiait hier soir ses résultats du 3e trimestre. Oui, l'éditeur de logiciels relève à nouveau ses objectifs annuels de marge opérationnelle et de cash flow opérationnel. Salesforce fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 3e trimestre, en hausse de 8% à taux de change constant à 9,4 milliards de dollars sur la période. Le titre ouvre en hausse de plus de 10% à Wall Street. Quel est le programme des prochaines heures et de la journée de demain pour les investisseurs, Pauline ? Ce soir, les investisseurs prendront connaissance du livre beige de la Fed. Demain, les ventes de détail de la zone euro pour le mois d'octobre et la balance commerciale américaine du même mois seront publiées. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Vincent Juvin nous accompagne, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Et bonsoir à Stéphane Déo qui est avec nous également, gérant senior chez Eleva Capital et membre également de l'association L'Écho à venir. Bonsoir Stéphane. Oui, marché et crise politique au pluriel. Commençons peut-être par la situation française. Alors, je sais pas, il y a évidemment la dimension politique qui est la priorité du moment, mais je voulais aller assez vite en fait sur le terrain de l'investissement, Stéphane. Quand on regarde ce que les actifs français ont escompté depuis le 9 juin dernier, c'est-à-dire qu'on a quand même une décote qui s'est créée sur les actions françaises par rapport aux actions européennes qui elles-mêmes sont très décotées par rapport aux actions américaines. Quand on regarde là aussi les tensions qui sont apparues sur la dette française, pas d'ailleurs du point de vue du taux absolu qui est plus bas qu'avant la dissolution à 2,90 aujourd'hui, mais en termes de primes, d'écart de rendement par rapport aux autres pays européens et à l'Allemagne en premier lieu. Est-ce qu'on se dit que la reconstitution des primes de risque est suffisante aujourd'hui pour que l'investisseur ait quand même un risk-reward un peu plus équilibré et puisse regarder à nouveau de manière constructive les actifs français, ou est-ce qu'on est encore loin de cette situation face à un vent et un bruit politique qui ne risque pas de faiblir sans doute ni dans les prochains jours, ni dans les prochaines semaines, peut-être même pas dans les prochains mois? Ouais, sur les actions, vous l'avez dit, il y a énormément de choses pour moi qui sont déjà discontées. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le CAC 40 remonte aujourd'hui, qui a remonté hier aussi. Je pense qu'il y a énormément de pessimisme qui a déjà été inclus dans les cours, d'autant plus que si vous regardez les grandes entreprises du CAC 40, ce sont dans leur majorité des entreprises qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'extérieur. Pour certaines, je pense à LVMH, Sanofi, une grande partie aux États-Unis, et donc qui bénéficient de l'effet de change. Il ne faut pas oublier que l'euro s'est un petit peu cassé la figure dans cette histoire-là. Donc forcément, ça veut dire que quand on rapatrie des bénéfices, c'est positif. Donc il faut faire attention à ne pas trop corréler le PIB français, les problèmes français avec le CAC 40. C'est deux animaux qui se ressemblent évidemment, qui bougent ensemble, mais qui ne sont pas parfaitement corrélés. Et oui, effectivement, je pense que ce qu'a fait le marché, c'est... il y a eu énormément de ventes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont vendu à découvert. Si on n'a pas de budget, alors ça pourra poser peut-être quelques petits problèmes, mais il y a des hausses d'impôts sur les sociétés qui disparaissent. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit pour les grandes entreprises. De facto, il y a des plus et des moins, quoi. Oui, c'est positif en tout cas pour les grandes entreprises qui font des bénéfices. Et donc, je pense que c'est ça qui explique le rallye à l'heure actuelle. Donc oui, sur les actions, je pense on est quand même sur des primes de risque maintenant. Il faut dire autrement des valorisations qui sont à des niveaux... et des perspectives bénéficiaires pour ces entreprises qui n'ont pas fondamentalement changé ces dernières semaines. En tout cas, pour les grandes entreprises cotées, effectivement, avec l'idée que le terrain de jeu est souvent mondial pour ces boîtes-là. Oui, et dans certains cas, je pense aux entreprises de luxe en particulier, la part de la France, finalement, dans le chiffre d'affaires est, je ne vais pas dire anecdotique, ce serait exagéré, mais c'est pas prépondérant. Donc, oui, il faut faire attention à pas... le fait que l'entreprise soit cotée en France est évidemment important, mais
il faut faire attention à ne pas verser dans un excès de pessimisme sur certains titres, je pense. Ouais, bon. Et il y a des opportunités maintenant pour rentrer, à notre avis. Ouais. Ce qui est intéressant, alors c'est vrai que autant le CAC 40, les marchés français ont réagi effectivement à la situation spécifique de crise de gouvernance en France, autant on voit un autre pays en crise à côté de chez nous qui s'appelle l'Allemagne, dont l'indice phare DAX, lui, affiche des records. Non, mais pour aller dans le sens de l'idée qu'il faut quand même parfois séparer les différents enjeux et les différentes dimensions d'analyse, quoi. Vous avez quelques très grosses entreprises dans le DAX qui vont très bien. Siemens, SAP, etc. et qui tirent le DAX vers le haut. Et par contre, si vous regardez le MDAX, c'est-à-dire les petites entreprises, là par contre, ça massacre. Là, ça reflète plus la situation domestique. Exactement. Ouais. Sophie, sur la France, il faut quand même en parler. Alors, il y a la France que ça implique pour l'économie française, pour les actifs français. Il y a aussi ce que ça implique peut-être pour l'Europe plus généralement, dans un contexte de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche d'ici quelques semaines maintenant, quoi. Oui, c'est pas difficile, effectivement, de faire la liste des incertitudes et des inquiétudes. L'évolution de la donne politique en Europe aura un impact ou pas. Pour l'instant, ce qui se passe en France n'a pas de caractère systémique. Je pense que c'est un point vraiment important à prendre en considération. C'est-à-dire que effectivement, la dette française s'est écartée, le coût de la dette française s'est écarté de la dette allemande, mais pas de façon grave, entre guillemets, puisque aujourd'hui on se refinance à 10 ans en France à 2,9%, donc il n'y a pas de catastrophe. Est-ce que ça ira plus loin? Ça va dépendre effectivement de ce qui va sortir du vote de cet après-midi, en tout cas en partie. Sur la partie vraiment pour faire un lien direct avec l'investissement et notamment l'investissement en actions, je pense que c'était bien exprimé. C'est une question de structure. Le CAC, entre guillemets, la contre-performance du CAC 40 n'est pas tant que ça lié aux problèmes français. Alors effectivement, il y a eu d'autres facteurs qui ont expliqué le décrochage du CAC à travers l'été. Absolument, plus important probablement, une crise de confiance sur le secteur du luxe liée à la faiblesse de la demande chinoise. Effectivement, l'auto va pas très bien. Enfin, il y a plein de raisons qui ne sont pas liées à la donne politique à court terme et qui ont pu pénaliser la France. Les secteurs les plus domestiques, en revanche, comme les banques françaises, les services aux collectivités, les 26 de ce monde, peuvent être effectivement amenés à s'inquiéter d'une sortie qui amènerait une pression fiscale accrue, qui amènerait une réglementation qui leur serait moins favorable. Donc ça va vraiment être quelque chose à suivre. Et c'est sûr qu'en Europe, on n'avait pas particulièrement besoin de ça, sachant qu'on était déjà sous pression de la moindre demande chinoise et puis de la sauce à laquelle on va être mangé par Donald Trump. Donc en gros, ça vient s'ajouter à un bilan qui était déjà un petit peu problématique, mais qui, pour le moment, encore une fois... Pourquoi c'est pas perçu comme... Pourquoi la crise politique française n'est pas perçue comme systémique? La France est forcément un pays systémique au cœur de la zone euro. Pourquoi il n'y a pas ces effets de contagion et s'il faut se poser la question, est-ce qu'à un moment, il faut craindre des effets de contagion si jamais la crise française perdurait, s'enlisait dans le temps? Alors, pour l'instant, personne ne parle de sortir de la zone euro. Non. On a, depuis la crise européenne de 2012, 2011-2012, on a un backstop, là, donc une courroie... un support de la BCE qui a en place un certain nombre de mécanismes qui sont là pour soutenir, effectivement, pour aider des pays qui pourraient rencontrer des difficultés importantes. Même si j'ai vu les derniers commentaires étaient de dire que non, nous n'allons pas vous aider si vous dérapez votre budget. Bon, il y a des instruments dédiés à chaque situation. Exactement. Si c'est une crise politique interne... C'est pas à nous d'intervenir, c'est vrai. Maintenant, s'il devait y avoir un départage fort, on sait, il y a un... Mais bon, l'aléa fait que je comprends pas nécessairement dire ça. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire que on a, dans l'esprit collectif des investisseurs, on a quand même en place maintenant, depuis 2012, un certain nombre de mécanismes qui peuvent protéger. Et pour qu'on bascule dans une situation plus grave, il faudrait vraiment qu'on bascule dans une situation où il y ait une dérive totale des déficits, où il y ait vraiment une volonté affichée de détruire...
une capitulation totale du politique français sur l'idée de rester quand même un peu dans les rails, européenne. dans le statu quo et l'ordre européen. Donc là, et je pense qu'à ce jour, ça n'est l'ambition de personne. Non. Mais bon. Non, mais... Vincent, sur cette situation française, alors qui peut être aussi un poison lent quand même pour l'Europe, dont on aimerait bien avoir, je sais pas, les prémices d'une réponse, de quelque chose. Je parle à horizon 2025 et au-delà, face à l'arrivée imminente de Trump le 20 janvier prochain, quoi. À très court terme, c'est le retour du bad news is good news. Donc là, clairement, les marchés aujourd'hui, c'est des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sont un tout petit peu moins bons qu'attendus. C'est finalement une situation conjoncturelle en Europe, comme le souligne Madame Lagarde aujourd'hui, qui est quand même relativement faible et qui se détériore dans le contexte français qu'on connaît et dans le contexte, n'oublions pas, politique difficile qu'on connaît en Allemagne aussi. Donc bad news is good news, puisque quelque part, ça pousse la BCE à en faire davantage, comme l'a fait aux États-Unis. Donc je pense que quelque part, aujourd'hui, les marchés célèbre à la fois le fait qu'il y a peut-être des exagérations à la baisse ces derniers jours, mais également cet espoir que la politique monétaire revienne un peu plus offensive, alors qu'on craignait qu'elle le soit un peu moins avec l'arrivée de Donald Trump. Donc je pense qu'il y a ça évidemment qui joue aussi. Les commentaires de la Bundesbank en Allemagne disent que l'Allemagne fait sans doute une erreur de ne pas dépenser ou d'avoir ce debt break qui limite la capacité de financement à 0,35% du PIB et ainsi de suite, et qui ouvre cette perspective que si une nouvelle coalition il y a en Allemagne, ce soit une coalition qui dépense davantage, et Dieu sait qu'il y a bien un pays en Europe qui peut le faire, c'est bien l'Allemagne. Donc je pense que les marchés célèbrent aussi, et derrière quelque part l'allant que le DAX a pu retrouver, il y a sans doute un petit peu cette idée que l'Allemagne pourrait en tout cas changer de trajectoire en 2025. Bon, l'Allemagne faisait bien déjà avant la fin de la coalition en Allemagne. Oui. Voilà, dans cette perspective-là. Ça va entamer la performance du DAX. Il n'empêche pas, on a évoqué le cas des exportatrices en France qui doivent peut-être se satisfaire même de la baisse de l'euro ces derniers temps, même si finalement pour les vendeurs de luxe de ce monde, finalement les quelques pourcents sur l'euro font en tout cas relativement peu de différence pour la clientèle qui est visée. Mais au-delà de ça, il n'en demeure que ce qui se passe actuellement est un gâchis sur le plan européen, où objectivement, vu d'Europe, je suis là aussi toujours pour représenter cette vue hors de l'Hexagone, il y avait quand même très très bonne perception de la France ces dernières années. On le sait, je pense qu'en France, on reconnaît le fait que Macron était évidemment beaucoup mieux perçu à l'étranger qu'il n'est perçu dans l'Hexagone, mais laissons en tout cas lui que pour la construction européenne, pour le projet européen, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté. Si l'Italie aujourd'hui affiche de belles croissances, c'est notamment grâce au fonds Next Generation EU, qui avait quand même été co-pensé par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Mais 2020, réaction très rapide dès le départ de la crise du Covid. Ne l'oublions pas, si derrière on a aujourd'hui ces garde-fous qui font que les marchés ne doutent pas de l'homogénéité de l'Europe, c'est également grâce à des mécanismes comme cela. Je pense aussi que l'intégrité de l'Europe est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2012 et qu'évidemment, il est certain qu'on pouvait imaginer une Grèce, un Portugal sortir de la zone euro. On imagine mal le cas de la France. Donc ce n'est pas craint par les marchés actuellement. On sait que les mécanismes d'intervention existent et qu'il faudra les activer puisqu'évidemment on ne peut pas se permettre avec la France ce qu'on s'est permis avec la Grèce. Mais les marchés n'en testeront pas. Enfin, néanmoins, le niveau où évidemment ces interventions auront lieu, pas de contagion aujourd'hui, tant mieux. C'est vrai que l'Europe est relativement mieux orientée cette année avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Merci les pays périphériques, oui. Qui s'en tirent relativement bien. Alors parfois grâce à ces mécanismes de soutien européen, il faut quand même bien le signaler. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc il y a une différenciation à faire sur le plan économique évidemment. Néanmoins, la situation est évidemment interpellante pour le futur. On rappelle évidemment Donald Trump, c'est des régulations, c'est plus d'investissement, c'est une politique plus pro-business. Finalement, pour beaucoup, c'est des points qui avaient été rappelés, notamment dans le rapport de Mario Draghi, plus libérer la capacité de l'Europe. Europe First, je pense que c'est même Stéphane Séjourné qui a Trump et Draghi, même combat, quoi. Qui a avancé le sujet. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf. Il faut plus d'Europe, il faut avancer sur ce genre de sujet. Et le problème de la crise politique qu'on a actuellement en France, surtout aussi parfois de la mésentente ou en tout cas de l'incapacité de parler beaucoup entre Allemagne et France, bloque l'Europe dans cette capacité d'avancer et bloque un pays qui avait été pourtant encensé pour être justement cette terre d'investissement ces dernières années, post-Brexit notamment. Et en un mot, on pourra y revenir, mais concrètement, le message sur l'investissement en Europe, sur les marchés européens, chez JP Morgan aujourd'hui, quel est-il ?
Alors, entre les valos intéressantes et ce manque d'enthousiasme ou d'excitation. Un langage d'analyse sur une valeur, hein, c'est soit à diminuer, soit à conserver, soit à accumuler. Je dirais que c'est à conserver. Mais à ce stade, pas encore à accumuler, malgré des valorisations qui intègrent déjà beaucoup de difficultés. À conserver, pourquoi ? Parce qu'on a relativement des entreprises de bonne qualité qui sont souvent encore insensibles à la conjoncture locale et qui, par ailleurs, nous payent assez bien pour rester investis avec des dividendes relativement attrayants. D'où peuvent venir des bonnes nouvelles pour l'Europe ? Est-ce que Trump peut apporter des bonnes nouvelles pour l'Europe ? Dans une certaine mesure, le conflit russo-ukrainien, ça fait partie des objectifs signalés comme Trump prioritaires pour son Day One ou les jours suivants. Est-ce que les élections en Allemagne offrent une source d'espoir ? Est-ce que la BCE, à un moment, peut aussi être une source de soutien plus actif et proactif ? Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ça reste de la spéculation totale pour vous ? Non, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. On peut construire un cas... Oui, ben voilà. Non, mais essayons de tirer un peu ce fil-là. On a le droit d'y réfléchir aussi, je me dis quand même. Bien sûr. Vu le pessimisme ambiant sur l'Europe, quoi. Alors, je vais reprendre en sens inverse sur la BCE. Donc, on a une réunion la semaine prochaine. Je rappelle que tous les trimestres, ils publient des prévisions. Celle de septembre était un petit peu optimiste. Entre-temps, on a eu des mauvaises nouvelles. Donc, ils vont être obligés de réviser leurs prévisions à la baisse très nettement, je pense. Et donc, c'est la porte ouverte à plusieurs baisses de taux, à mon avis. Alors, est-ce qu'ils vont faire 25 BP ou 50 BP la semaine prochaine ? Moi, si j'avais à parier, je dirais 25, parce que c'est la BCE, on ne va pas aller trop vite, etc. Mais si c'est 25 avec un discours accommodant et en disant il est très probable qu'on continue derrière, vous voyez, vous avez un stimulus qui arrive, monétaire, qui est important. Stimulus budgétaire, je pense qu'il devient de plus en plus probable. Alors, il va falloir un petit peu de patience parce que vous savez qu'il y a des élections en Allemagne mi-février. Il n'y aura pas de majorité, donc il leur faudra quand même quelques semaines, voire quelques mois pour se mettre d'accord. Derrière, il faudra prendre... Donc c'est pour 26, quoi. La relance budgétaire en Allemagne, c'est pour 2026. Non, ça peut être la deuxième moitié de l'année. Et en plus, a priori, le chancelier, ce sera Mersch, qui est donc la droite classique. Et paradoxalement, je pense qu'il aura encore plus de crédibilité. Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt orthodoxe. Ceci dit, écoutez, là, il faut qu'on y aille. Ça a beaucoup plus de poids, surtout avec la Bouba. Le derrière. Signal est d'autant plus fort. Oui, la Bouba derrière qui dit on peut y aller. C'était la bonne surprise de ce matin. Si vous avez la bénédiction. Joachim Nagel dit que ce serait very smart de se donner plus de capacité à investir. Non, mais la bouche de Joachim Nagel, c'est parole d'or, là. Exactement. Donc on peut effectivement se retrouver avec une Allemagne qui est un petit peu plus pro-business, etc. Le point important, c'est que je pense qu'il y aura un assouplissement budgétaire à coup sûr. La différence, c'est si on a un gouvernement, pour simplifier, de droite, ce sera beaucoup plus une politique de l'offre. Si c'est un gouvernement plus de gauche, ce sera beaucoup plus une politique de demande. Mais dans les deux cas, je pense que oui, le train est lancé et il faut le mettre en place. Et ça veut dire quoi pour les actions européennes ? Là aussi, on parlait des actions françaises spécifiquement, mais on peut le cas que vous avez développé sur la France, on peut l'élargir aussi au spectre européen. Une baisse des taux de la BCE dans les modèles classiques qu'on utilise, ça a un impact 2-3 trimestres plus tard. Donc on peut se retrouver avec une deuxième moitié d'année où on a l'effet budgétaire et monétaire qui arrivent en même temps, et donc tout d'un coup un coup de mieux sur l'Europe, c'est tout à fait probable. Et puis, il y a l'effet Trump. Il y a l'effet Trump qui, effectivement, peut forcer les Européens à le couple franco-allemand n'a pas l'air dans une forme olympique à l'heure actuelle, mais à un moment donné, il va quand même falloir se parler et faire progresser les choses. Donc ça peut être effectivement bad news is good news de ce point de vue-là aussi. 2025, la place des actions européennes, comment vous y réfléchissez aujourd'hui ? Tout le monde est dans la réflexion des perspectives 2025, là, Sophie. Oui, tout à fait. Non, alors c'est sûr que dans un mandat... Parce qu'on va parler de la domination des actions américaines. La question étant, ça fait au moins 2 ans que ça dure, est-ce que ça peut durer encore ? Et peut-être que la réponse est oui. Dans un mandat international, c'est vraiment une question qu'on se pose. Effectivement, le principal argument en faveur de l'Europe, c'est la décote. Aujourd'hui, en équipe pondérée, les États-Unis se payent 21 fois, l'Europe se paye 15 fois ou 14 fois. Donc il y a plus de 6 points de décote et c'est le niveau de décote qu'on avait pendant la crise européenne de 2012. Après, il y a des raisons objectives. La croissance des résultats aux États-Unis a été stellaire. Mais il y a eu de la croissance bénéficiaire en Europe aussi. Il y en a eu, mais beaucoup moins.
Il y en a, mais beaucoup moins. Donc, en fait, quand on fait l'écart, on voit bien effectivement se creuser, et ça a justifié les statuts respectifs, les statuts respectifs des deux économies. Maintenant, la spécialité de l'Europe, c'est de gravir le mur des inquiétudes. C'est-à-dire que le positionnement est extrêmement négatif. Les shorts en place sur le marché européen sont très, très, très élevés. Je pense que le consensus aujourd'hui, c'est probablement, on est plus proche d'une récession qu'autre chose. Les attentes sont quand même assez faibles. Effectivement, nous, on s'inquiète sur la question de l'emploi, mais l'emploi tient quand même s'il y a des annonces, il y a beaucoup d'effets d'annonces dans la presse, mais c'est sur l'emploi manufacturier, donc en poids, ça reste, mine de rien, relativement petit. On est une économie de services. Le pouvoir d'achat des ménages est substantiel, le taux d'épargne est substantiel, il n'a jamais été aussi haut, et le pouvoir d'achat des ménages est repassé positif, c'est réamélioré. Les stocks sont extrêmement bas dans l'industrie. Donc en fait, toute cette année, si vous voulez, on a passé notre temps à repousser l'horizon d'une reprise européenne parce qu'effectivement, il n'y avait pas... Le déstockage se poursuivait dans l'industrie et puis les ménages ne touchaient pas à leur épargne. Ah oui, pourquoi est-ce que les ménages ne touchent pas à leur épargne? Alors, ils le font dans l'Europe du Sud, mais dans les grosses économies européennes. Les ménages sont inquiets. Alors, je ne suis pas visionnaire, mais je ne suis pas persuadée que les gens soient extrêmement rassurés par les aléas politiques, malheureusement, qu'on est en train de traverser en Europe. Ils le seront peut-être davantage en Allemagne, en France, je voulais dire, et il est possible qu'on finisse par être rassuré, que ça se stabilise. On va finir par se rassurer. Il est possible que ça se stabilise. Enfin, à un moment, on va sortir de cette situation extrêmement épineuse. En tout cas, il faut l'espérer. Donc, personne n'attend rien sur l'Europe. La plupart des investisseurs sont même net vendeurs quand ils le peuvent. Il y a un pouvoir d'achat, il y a une épargne forte, il y a probablement un point bas manufacturier à trouver dans plusieurs domaines. Donc on peut vraiment se retrouver dans une situation où on gravit le mur des inquiétudes en Europe et que là, les internationaux redécouvrent les vertus européennes au travers d'une valorisation qui, somme toute, est attractive et des résultats qui peuvent repartir. Bon. C'est possible. C'est le scénario, rosy ou favorable. Parce qu'évidemment, on peut construire des scénarios à l'inverse. En tout cas, à ce niveau de valo, il y a quand même beaucoup de choses dans les prix. Bon, sur cette situation, et puis allons-y, parce que c'est vrai que la domination des US a été totale cette année. Je crois qu'il n'y a pas un secteur en Europe qui fait mieux que son comparable américain. Les écarts de marché, de perf, de valo sont inédits peut-être d'ailleurs dans l'histoire moderne, Vincent. Et la question est vraiment pas orientée dans le sens où cette domination des actions américaines, avec un Trump qui va pousser sans doute les limites de l'exceptionnalisme américain jusqu'à ce qu'on pourra plus le supporter peut-être, j'en sais rien. C'est dur aussi d'avoir un cas qui soit défavorable aux actions américaines. Oui, à part les valorisations qui sont évidemment à part les performances à long terme. Maintenant, en fin d'année, il y a toujours une question qu'il faut se poser en tant qu'investisseur. Si j'ai laissé mon portefeuille aller au gré des marchés, il y a un rebalancing qui peut quand même être opéré et qui peut nous amener à vendre un peu d'US et de se repositionner un peu sur des positions qui ont été moins favorisées cette année. Donc, le rebalancing, c'est quelque chose qui peut, indépendamment des convictions qu'on peut avoir, qui est sain à faire en fin d'année et qui, là, serait plutôt favorable en arbitrage US pour Europe. Maintenant, l'arbitrage auquel nous, on pense, au-delà du rebalancing dans un contexte plus de gestion de fonds ouverts, est de se dire, au sein des États-Unis, qu'est-ce qu'il y a peut-être encore à faire, au-delà de ce qui a particulièrement bien performé. C'est d'abord, avant que ce soit un rebalancing international, c'est d'abord un rebalancing dans les actions au sein du marché actions US. Voilà, on voit déjà bien la bonne performance, par exemple, dans S&P, équipondérée par rapport au S&P, pondérée par les capitalisations depuis le second semestre. Dans un contexte où on a des baisses de taxes indiscriminées aux États-Unis sous Trump, c'est quelque chose qui sera relativement plus favorable pour les entreprises opérant au sein des États-Unis. C'est-à-dire que les techs sont de fait, les entreprises sont plus exposées à l'international. Le reste du S&P 500 est plus exposé aux États-Unis. Et donc, il profitera plus de cette politique pro-business aux US, pro-réindustrialisation et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà une thématique. Au-delà, évidemment... Et il y a de la place encore pour ce mouvement qu'on observe déjà depuis quelques semaines et quelques mois. C'est 500 qui est évidemment aux alentours de 22 fois les bénéfices attendus, 23. On n'a pas joué tout Trump d'un coup comme ça. C'est beaucoup, mais c'est historiquement le cas. Je dis souvent c'est pricé pour la perfection, mais le fait est que chaque trimestre, on attend ces résultats avec impatience, on attend les valeurs au tournant pour voir si elles vont délivrer.
et elle délivre. En tout cas, ce qu'on comprend déjà de Donald Trump, c'est qu'il ne va pas changer diamétralement la donne en termes de régulation et de fiscalité, que du contraire. Donc, j'ai envie de rester sur ce mouvement d'inertie. Maintenant, il y a des thématiques comme la tech se jouent aujourd'hui d'autant mieux sur du private equity ou du crédit privé, par exemple, qui sont probablement une manière d'aborder la même thématique à un niveau plus avancé dans le cycle et donc de bénéficier de meilleures opportunités, de meilleures valorisations. 40% du PE, 40% du private credit, c'est de la tech à un stade plus avancé. Et aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de ceux qui vont réellement être les prochains gagnants de l'IA, ceux qui l'adoptent au quotidien. Alors, pour certains, ça peut déjà être la banque. Aujourd'hui, JP Morgan, comme d'autres banques, annoncent en grande pompe le fait que des outils LLM sont déployés au sein de leur personnel. Le patron d'UBS disait ça il y a 2 semaines, le nôtre dernièrement également. Je pense qu'un peu partout, c'est le cas. Voilà, ces secteurs-là vont être également disruptés, verront potentiellement leur productivité améliorée, et c'est de chercher là où, en effet, seront les prochains gagnants. Espérons-le dans les soins de santé, c'est encore fort régulé, donc c'est vrai que l'IA n'est pas encore déterminante dans la recherche médicale, mais tôt ou tard, il faudra bien ouvrir la porte à ceci. On se rend compte, évidemment, du champ des possibles. Là aussi, on ouvre potentiellement, évidemment, plein d'opportunités. Donc, voilà, recherche au sein des États-Unis, hors des valeurs qui ont fait la tendance. Arbitrons quelque peu, rebalançons, allons chercher sur le reste qui a encore un petit peu de support, certainement dans le contexte politique qu'on connaît aux États-Unis. Et puis alors, sur les marchés privés, qui sont à nouveau une des grosses thématiques de cette fin d'année, parce qu'on sent bien qu'on va pouvoir aborder ces thématiques à un stade plus avancé. Sophie ? Oui, aussi, à la question des valorisations, je pense que quand on regarde le S&P 500 et qu'on regarde le MID, donc les 400 valeurs suivantes, on a quand même une décote de PE de pratiquement 5 points. C'est-à-dire qu'au sein des États-Unis, il y a quand même des différences, il y a un creusement des valorisations qui s'est opéré, et donc il y a vraiment de la place pour une diffusion des performances boursières. Donc avant que les Américains reviennent en Europe, ils vont déjà finir de travailler leur marché. Travailler leur propre marché. Il y a de la place en fait pour aller travailler autre chose que les GAFAM aux États-Unis, même dans des valorisations qui sont un peu plus attractives. Bon. Sur cette domination, cet exceptionnalisme américain, alors il y a la question marché, domination des actions US. Est-ce qu'on est reparti pour un tour en 2025, selon vous, Stéphane ? Et puis, au-delà de ça, l'exceptionnalisme américain dopé par Trump, qu'est-ce que ça donne et quel type de calendrier ou de séquence il faut avoir en tête ? Il a déjà mis un peu de couleur avec des nominations, avec des premières annonces, etc. Alors, sur les marchés américains, il y a les deux débats. Il y a est-ce que les profits vont monter et qu'est-ce qu'on met comme valorisation ? Alors, on va commencer par le commencement. Sur les profits, moi, quand je regarde le consensus, on a une croissance qui se tassouille, qui est mollassonne. Je pense qu'il y a des potentiels de surprise à la hausse assez marqués. Au même titre qu'il y a un an, quand tout le monde nous expliquait qu'on allait partir en récession. Pourquoi ? Je vais juste vous donner un exemple. Si vous regardez l'enquête sur les petites entreprises, ça s'appelle le NFIB, en niveau d'incertitude, j'ai été obligé de changer l'échelle de mon chart. Non, mais je rigole pas. Le truc, on a un demi-siècle de données, le truc, il est parti. Il fallait se mettre en logarithmique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur des élections, etc. Bon, ça va s'effondrer. Donc, évidemment, vous êtes dans une condition beaucoup plus favorable pour faire de l'investissement. D'autant plus qu'il y a 8 ans, quand Donald a été élu, le moral des petites entreprises, lui, il a explosé complètement. Donc, si on passe d'une situation où on est mort de peur à cause de ces élections à une situation où c'est l'euphorie parce que America is back again ou Y again ou je ne sais pas quoi. Donc on était mort de peur, mais on avait quand même une croissance de 2,5% réalisée. Et là, vous dites, on va avoir un choc de confiance. Et donc, c'est plus 2,5 qu'on va avoir. L'investissement, si vous enlevez les investissements sur l'IA, était en fait très décevant par rapport à la croissance. Sans investissement hors IA et sans confiance, on avait déjà 2,5 de croissance. Et donc, on a un potentiel de rattrapage de l'investissement qui est assez fort. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu la thèse de Hassett, qui est Kevin Hassett, donc, qui vient d'être nommé, lui, c'est ça. Au CEA, qui est le Council of Economic Advisors. Qui conseille la Maison-Blanche sur les enjeux économiques. Je pense qu'il y a un potentiel, d'autant plus que l'équipe Trump est beaucoup mieux préparée. Il y a 8 ans, c'était un petit peu artisanal, pour le dire gentiment. Ils étaient un peu surpris. Oui, voilà, ils étaient surpris. Ils n'étaient pas tout à fait préparés. Là, ils ont une équipe qui appelle les entreprises individuelles en leur demandant
qu'est-ce qui vous embête dans la réglementation, qu'est-ce qu'il faut annuler. Et ils ont les décrets prêts, ils sont prêts à les signer. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait tout d'un coup un appel d'air vers le haut important. Donc sur les earnings, les profits... Surprise positive. Le potentiel de surprise positive, il est quand même là. Okay. Après, sur les valorisations, si vous regardez, on a quasiment un siècle de données en PER, c'est 15 la moyenne. On est à 24. Alors tout le monde dit, c'est affreux. Ouais, c'est affreux, sauf que ça fait un quart de siècle qu'on n'est pas passé en dessous de 15, ou de manière très très sporadique. C'est-à-dire que cette histoire de retour à la moyenne, ça dépend sur quelle période vous calculez la moyenne. Si on calcule depuis le début du siècle, oui, c'est cher, mais ce n'est pas aberrant, surtout si on a de la croissance. Et surtout, il y a un détail, c'est que, alors ça c'est ma théorie à moi, on prend la mauvaise... période le mauvais ratio de valorisation. C'est un peu technique, mais on regarde les profits des entreprises. Sauf qu'on a de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas besoin de faire d'investissement parce qu'on est passé sur des services, parce qu'ils ont délocalisé, etc. Donc la conversion en cash, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Je suis un actionnaire, je veux savoir combien de cash on me rend à la fin de la journée. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous savez, ce petit bout de la l'oreille. La conversion en cash a complètement explosé. Donc si vous regardez combien vous payez pour ce qu'on appelle le free cash flow, c'est-à-dire les flux de trésorerie, qui est vraiment le cash à la fin de le rendement l'année, du free cash flow, là, c'est que, ça voilà, que l'entreprise peut rendre à l'actionnaire, et finalement, vous n'êtes pas si cher que ça. D'accord. Donc oui, en profit, on paye beaucoup, mais si vous avez une part des profits beaucoup plus importante que vous pouvez rendre à l'actionnaire, ça ne me dérange pas de payer un petit peu plus cher, moi. Donc sur les valos, je pense qu'il faut être un petit peu prudent. Alors après, on avait plein d'excuses en 2000, avant la bulle des dot-com, pour expliquer que non, les valorisations étaient... Donc je fais attention avec mes arguments. Oui. Mais je pense que... Donc une vue positive, en tout cas, sur le démarrage de 2025 du nouveau mandat Trump, quoi. Positif, marché, investissement, etc., quoi. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises sur la croissance, et je suis dubitatif sur l'argument les valorisations sont aberrantes, sont beaucoup trop hautes, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ouais. De toute façon, si les valorisations nous donnaient un timing en Europe, ça fait longtemps qu'on aurait rebondi. Qu'est-ce que c'est bon, Trump, c'est bon ou pas? Alors, c'est bon pour les US, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour tout le monde, ou il y a quand même aussi des... Parce que le marché voit beaucoup les aspects positifs de Trump, et il y en a sans doute. L'animal spirit. Est-ce qu'il faut à un moment considérer qu'il y aura peut-être des aspects moins positifs, voire peut-être durement négatifs? J'en sais rien. Tout dépend où on se place, qu'on soit en Europe, en Chine ou aux États-Unis. À court terme, on peut même avoir de bonnes surprises qui seraient liées finalement toute cette discussion autour des droits de douane, etc. pourrait même organiser une espèce de boom de l'activité. On front-runnerait en fait, on anticiperait. Comme comportement, avant les hausses de TVA, avant que les machines, il y a toujours des phases de front-running. Donc il est possible que déjà, il y ait une anticipation d'achat qui fasse qu'on est vraiment là sur la fin de l'année, une accélération. Non, le principal risque, entre guillemets, il est de deux niveaux. Il y a un niveau 1. Aujourd'hui, les États-Unis, les investisseurs regardent Trump comme un deal maker. Il est là, il fait des deals. Et d'ailleurs, la discussion avec le Mexique est complètement dans cet esprit. C'est-à-dire que j'ai eu une discussion avec la présidente mexicaine, elle m'a entendu, Elle a arrêté l'immigration. Elle a arrêté. En 24 heures. Et voilà, 24 heures. Et donc, toute cette histoire de 25% de droits de douane, on va en reparler. OK, ça, c'est le deal maker. Ouais. Super. Qu'est-ce qui se passe s'il y va pour de vrai? Potentiellement un choc inflationniste aux États-Unis. Donc ça, les marchés n'aimeraient pas parce que tension obligataire, etc. américaine, avec des potentiels effets de contagion. Donc un risque quand même d'un Trump qui irait au bout de ce qu'il a raconté. Ça serait assez désagréable, avec deux grosses étapes en Chine, 20% d'un coup, puis après encore 20%. Enfin, ça serait in fine très violent pour la croissance mondiale, violent pour les anticipations d'inflation aux États-Unis. Ça, c'est numéro 1, c'est le risque numéro 1. Le risque numéro 2, c'est un risque plus classique, qui est un risque de surchauffe. On a simplement, vous en parliez très bien, on a simplement la perspective d'un Trump qui réveille l'animal spirit, qui relance la croissance des entreprises en dehors des GAFAM, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de croissance des résultats des entreprises, mais c'était très concentré. Et là, ce qu'on espère, c'est une diffusion. Et puis, une diffusion qui, finalement, irait trop vite, tout ça réaccélère.
Les chiffres de création d'emplois aujourd'hui étaient bons, c'est-à-dire aux alentours de 150, c'est très confortable. Mais derrière, les salaires médians, ils augmentaient encore d'à peu près 5%. Donc, on n'est pas non plus dans une économie américaine qui a tant ralenti que ça. Et donc, un animal spirit qui se réveillerait un petit peu trop peut nous ramener effectivement vers des mouvements de tension, avec des obligations qui pourraient corriger un peu, et qui serait quelque part là l'opportunité de prise de bénéfices sur le marché américain. Et comment Trump réagirait face à ça ? Ça va le frustrer, ça va pas. l'énerver de voir. Non mais que. Bien entendu, il aimerait pas. Il ne se sentirait pas salué à sa juste mesure. Ben oui. Non mais enfin bon, c'est la limite entre guillemets, ça serait la limite de ce qui a vraiment un impact sur l'investissement. D'accord. Mais donc, il y a effectivement ces deux risques qui paraissent aujourd'hui les plus évidents. Comment vous regardez la séquence ? Encore une fois, bon, il y a quelques clés quand même dans les Trumponomics, dans cette doctrine. C'est vrai que tarif pour le Day One, ça semble être déjà la façon de fonctionner de Trump. D'attaquer le Mexique, bon, il en avait beaucoup parlé parce qu'il y a l'automobile derrière. De mettre 25% ou d'annoncer 25% sur le Canada, ça, j'ai vérifié, mais je crois que c'était pas dans les cartes, c'était pas écrit nulle part dans le programme. En tout cas, ça n'a jamais été verbalisé ni vocalisé. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ? Sur la Chine, Sophie disait peut-être par palier, 20, etc. Je crois que le premier mandat, il met 20 ou 25 sur la Chine, max, hein, c'est ça, 20. Donc déjà, il va, voilà. Donc déjà là, on parle de plus. Sauf qu'il commence avec 10. Bon. Comment, si on essaye de comprendre la logique de Trump et d'imaginer une séquence, et des risques potentiels, les risques, ils seraient évidemment élevés. Quand on entend les niveaux de tarifs qui sont évoqués, les 60% de la Chine, c'est du jamais vu. 10% au niveau, enfin, sur toutes les importations, c'est quelque chose qui leur placerait au post-seconde guerre mondiale en termes de niveau, enfin, des niveaux historiquement élevés. Donc on aurait un choc inflationniste, un choc sur le commerce qui serait évidemment tout à fait significatif. Si important que ça. Parce que l'euro, le yuan ont déjà escompté une partie des tarifs là. Et ça peut être tout à fait corrigé par ce genre d'éléments. Alors moi je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'effets d'annonce et qu'on essaye aussi beaucoup de négocier. D'ailleurs tout le monde va à Mar-a-Lago, Justin Trudeau ou en tout cas Ursula von der Leyen n'est pas encore allée, mais c'est parce qu'il y a eu la mise en place de la commission. Mais là déjà en tout cas il y a eu une pensée pour Donald Trump en disant qu'évidemment on pouvait encore importer du gaz davantage et au-dessus. Pour un certain nombre de pays, et certainement l'Europe, on est relativement en meilleure position cette fois-ci pour négocier qu'on l'était en 2016. On a de grandes dames de la France, l'Europe achète des F-35 américains, on est tous contents de le faire depuis la guerre en Ukraine, du gaz qui nous vient de là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments. Donc on va construire la souveraineté européenne en achetant du gaz américain et de la défense américaine. Non mais et malheureusement l'Europe vient d'ouvrir la porte ou acheter davantage, utiliser les fonds européens pour acheter davantage d'armes américaines. Ça a été décidé cette semaine. Donc voilà. Disons qu'on réservera une part de ces fonds pour se fournir auprès des Américains. Voilà. La France aurait aimé que non. Mais visiblement, on est d'accord. On investit 2% en défense de notre PIB, donc on est déjà au niveau requis par l'OTAN. Donc il y a potentiellement moins de sujets de friction. Mexique, je veux bien. Il y a certainement des points qui sont objectifs. On voit tous évidemment la catastrophe sanitaire aux États-Unis avec le fentanyl et les opiacés, la baisse de l'espérance de vie et ainsi de suite. Et il est de notoriété publique que les produits viennent de Chine, passent par le Mexique, arrivent aux États-Unis et qu'il y a sans doute quelque chose à faire. Joe Biden. Donc la menace de droit de douane va servir à résoudre des problèmes qui sont en dehors complètement du champ commercial. Mais derrière, il y a évidemment cette logique d'essayer de, faites quelque chose pour ça. Et je serai plus tendre sur les droits de douane. Au-delà des droits de douane, sur l'aspect industriel de l'équation, c'est vrai que sur le Mexique, Trump devra choisir. Soit je réindustrialise les États-Unis, mais je n'ai pas de travailleurs pour le faire, donc je dois laisser passer les travailleurs migrants pour le faire. Soit je laisse une partie de mon industrie à l'étranger, plus en Chine, mais du coup plus près de chez moi au Mexique. Enfin voilà. C'est pour ça qu'à un moment, il sera peut-être frustré. Bon, quelque part, on a, début de semaine passée, beaucoup salué l'arrivée notamment de ce nouveau secrétaire au Trésor, qui est bien jugé comme pragmatique, plus modéré en la matière. Donc on verra un petit peu comment le cheminement se fait par cet intermédiaire-là. Attendons de voir, j'ai envie de dire. On est condamné à ça. On a vu durant son premier mandat qu'il avait été finalement à certains égards plus pragmatique qu'anticipé. Et voilà, on est en tout cas en Europe, on a beaucoup finalement été un peu sceptiques sur l'Europe aujourd'hui ou interpellés par la situation. On est dans une moins mauvaise position pour faire face à l'Amérique de Donald Trump que nous ne l'étions précédemment. Pour la Fed, qu'est-ce que ça va impliquer ? Là, rapidement, il nous reste moins de 2 minutes. Baisse de taux en décembre, en tout cas les chiffres du jour semblent l'indiquer, mais ce sont les chiffres de vendredi qui le diront évidemment. Voilà, alors on est sur 3 baisses de taux entre aujourd'hui et fin de l'an prochain, c'est-à-dire sensiblement moins que ce qui était initialement escompté. On peut s'arrêter ?
Et a priori, encore une fois, ce sera data dependent. Je pense qu'aujourd'hui, quiconque sur ce plateau ne sera pas s'exprimer sur une conviction forte sur ce niveau. La Fed d'ailleurs ne s'exprime pas, c'est la fin de la forward guidance. L'arrivée de Donald Trump rebat les cartes également. Mais en tout cas, vu d'Europe, il y a cette divergence de politique monétaire qui est là pour perdurer. Ça, c'est une évidence. Moi, je vois aisément les taux à 2 en Europe d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, on sera bien au-delà, bien évidemment. Donc, on a, pour l'instant, le marché anticipe un taux terminal US 3,75, c'est ça à peu près voilà. Le 10 ans est à 4,20. 4, ouais. Le 10 ans est à 4,20, 4,25, 4,30. Enfin, ça y est, on a fait le. Ça y est, c'est fait quoi. Juste sur la réunion de la Fed, il y a un petit détail, c'est le dot chart. Vous savez, c'est les prévisions. Elles sont beaucoup trop basses sur celles de septembre, donc il va falloir bouger les dots. Et je pense que le marché ne va pas très bien prendre l'histoire. Après, moi, je suis un peu vieux jeu. Si vous me donnez des Fed Funds à 4, moi, je veux de la pente sur la courbe. Il y aura des taux 10 ans un petit peu plus hauts. Oui, c'est ça. 4,20, donc 4,20 c'est trop. C'est payé. Hein, oui, c'est ça. Voilà, 4,20 c'est trop cher. Oui. Donc, qu'on aille à 4,50, voire un petit peu plus haut. Non, quand je disais avec un taux de terminal à 3,75, 4,20 c'est le plus bas qu'on puisse imaginer aujourd'hui. On est sur 70 de terme premium à peu près. Voilà. Donc, allez voir du côté de 5, c'est pas non plus totalement abandonné. On a déjà vu 5. Bon, on va suivre. Effectivement, c'est la séquence Banque Centrale qui va repartir la semaine prochaine avec la Banque Centrale Européenne, notamment attendue le 12 décembre. Merci beaucoup à vous trois. Merci Vincent beaucoup. Juvin, JP Morgan Asset Management, Sophie Chevelier d'Orval AM et Stéphane Déo, et Leva Capital qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce quart d'heure thématique nous permet de revenir sur la cérémonie des trophées de l'innovation organisée par LBPM qui se déroulait au début du mois de novembre et dont Be-Smart for Change a été partenaire. Nous avons salué tous les lauréats, sauf le dernier qui est avec nous ce soir, le lauréat de la Health Tech de l'année, qui a été remis à la société Synapse Médecine. Et c'est l'un des cofondateurs de Synapse qui est à mes côtés, Louis Létigné. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On est donc dans le domaine de la santé, de l'innovation en santé. Vous êtes cofondateur et directeur médical de Synapse. Vous êtes médecin même, Louis. Et c'est une boîte montée par des médecins au départ et une ingénieure informatique, c'est ça, Louis? Tout à fait. Ouais. Trois cofondateurs, deux médecins, une ingénieure. Et on a gardé cet ADN, expertise médicale, expertise en IA. Bon, justement, vous allez nous raconter. Fondée en 2017, donc il y a déjà un peu d'historique, j'ai envie de dire. Quel a été dans la tête d'un médecin le diagnostic que vous avez posé sur la situation du corps médical et du travail à fournir par le corps médical en 2017 en l'occurrence, et quelles sont les solutions que vous avez voulu apporter? Alors l'idée, elle vient du terrain. Voilà, donc on était médecin à l'hôpital. Et on s'était dit, c'est vrai que les outils manquent un peu de modernité. C'était un euphémisme à l'époque, c'est ça, Louis? Voilà, et donc avec deux conséquences concrètes. D'une part, un manque d'ergonomie et qui fait perdre du temps, et on le sait aujourd'hui, les problèmes de démographie médicale, etc. Donc vouloir faciliter la vie des professionnels de santé en leur faisant gagner du temps, ça c'est un premier objectif. Et il y en avait un deuxième un peu plus technique, qui était l'idée de passer dans de l'aide à la décision clinique un peu plus personnalisée. Les anciennes solutions qui étaient sur d'anciennes technologies, elles faisaient un travail avant tout de sécurisation, mais très théorique. Et on n'avait pas des outils qui disaient pour ce patient, en fonction de son profil clinique, de ses médicaments, de son histoire, comment lui, je peux l'aider pour avoir une meilleure prise en charge. Ça, c'était le constat. Et voilà, et donc on s'est associés tous les trois avec Clément et Alicia, et on s'est dit, on va monter notre boîte, et puis après... Donc les réponses, comment on fait gagner du temps aux professionnels de santé? Alors, nous, ce qu'on fait, donc, on développe des systèmes d'aide à la décision clinique personnalisés à base d'IA. Ce sont donc des dispositifs médicaux numériques qu'on intègre dans des logiciels métiers existants. En fait, on fait des briques logicielles. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on ne va pas changer les pratiques, on ne va pas bousculer les pratiques des professionnels de santé, on va les aider en incorporant dans leur logiciel qu'ils connaissent de nouvelles briques qui modernisent. Donc ça a deux intérêts. Le médecin, le pharmacien, le dentiste, on adresse un peu tous les pros de santé. Il ne change pas sa pratique, mais il se retrouve avec des outils qui vont l'aider. Et ensuite, nous, ça nous permet aussi d'un point de vue business, stratégie de commercialisation, d'être distribué. Donc en fait, on fait des partenariats avec des éditeurs qui ont des parcs. Donc par exemple, un éditeur va avoir 1000, 10 000, 20 000 médecins. Il met du Synapse dedans et ça permet d'adresser
du Synapse à ces 10-20 000 médecins. Dès le départ, vous étiez ouvert et compatible avec les systèmes existants, les systèmes informatiques existants utilisés par ces différentes professions de Tout à santé. fait. Alors, on a un peu, comme toutes les startups, on a un peu itéré, on a un peu évolué. On avait une offre en stand-alone et qu'aujourd'hui, on ne pousse plus parce que c'est pas ce qui répond au marché. Les professionnels de santé, ils ont besoin de ces outils. Ils ont envie de gagner du temps. Ils ont envie d'avoir des informations personnalisées. Par contre, ils veulent que ça soit simple. Ils veulent pas tout changer, quoi. Ouais, ils veulent pas aller sur 10 sites internet, avoir 3 outils, avoir une application. C'est pas possible, c'est pas compatible. Un médecin, en gros, une consultation, c'est 15 minutes. Sur ces 15 minutes, il faut qu'il fasse le diagnostic, qu'il fasse l'entretien avec le patient, qu'il fasse les démarches administratives. En gros, il a 1 minute pour prescrire. Donc, en 1 minute, vous, vos antécédents, vos médicaments, comment j'adapte la prise en charge, quels examens, c'est impossible. Les recommandations médicales, en gros, la connaissance médicale, elle double tous les 2-3 mois. Le médecin, en consultation, il ne va pas lire des publications, il ne va pas lire des articles. Donc aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des recommandations qui sont extrêmement synthétiques, extrêmement ciblées. C'est ce qu'on propose notamment dans nos nouvelles offres qu'on a présentées depuis 1 mois maintenant, qui s'appelle Copilote. Une offre sur l'audio pour aider. C'est Copilote en hommage à Microsoft ou rien à voir? C'est Copilote dans le sens, on aide. Parce que nous, j'entends bien. On aide le pro de santé. On n'est pas là pour le remplacer. L'IA, c'est un outil, c'est au service. Voilà. Et donc, 2 solutions copilotes aujourd'hui. Il y en aura sans doute d'autres par la suite. Une audio, où là, on est vraiment sur du gain de temps, de l'ergonomie. Ça enregistre la consultation, ça structure l'information. Le médecin à la main. S'il veut qu'on enregistre, on enregistre. S'il ne veut pas, il appuie sur un bouton, on n'enregistre pas. Et donc ça automatise un maximum de choses. D'accord. Ça lui fait tout le reporting de sa consultation, le dossier médical, etc. Voilà. etc. Donc on est vraiment sur du gain de temps, du confort. Mais derrière, ça structure l'information. Et donc cette information structurée, on va après l'utiliser dans nos autres outils. Donc il y a un petit lien. Et ensuite, deuxième partie, où là, on est sur Copilote Reco. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, OK, pour ce patient-là, qui est diabétique, qui a 70 ans, qui est fumeur, on ne va pas vous donner toutes les recos du diabète. On va vous donner 7 lignes. On va dire, en fait, lui, il faudrait optimiser ce traitement. Il faudrait faire ce bilan biologique. Notre mission, j'ai envie de dire, donc, c'est de permettre à tous de bénéficier de la meilleure médecine possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser la pertinence des prescriptions et la pertinence des soins. Juste un chiffre, pas pour barber, mais c'est toujours bien de... Si, on aime bien les chiffres, voilà, ne vous inquiétez pas. Un peu. Ce qu'il faut savoir, si on prend les différents rapports officiels, on a à peu près 20 à 25% des prescriptions en France qui sont inappropriées. Ah, c'était ça. Quasiment un quart. D'accord. Quand je dis prescription, médicaments, évidemment, examen de biologie, examen... Qui pourrait être optimisé. Optimisé. Il y a même de la redondance, il y a des choses parfois inutiles, dangereuses. Quand on connaît la situation économique du pays, et l'actualité nous le rappelle, on est sur 10-15 milliards d'euros gaspillés par an. Voilà. Okay. Donc en fait, c'est un sujet médico-éco. Et en plus, c'est un sujet médical, parce qu'évidemment, optimiser la prise en charge, ça veut dire un meilleur traitement, plus adapté, plus efficace, plus sûr. Bien sûr. Comment c'est reçu par les professions médicales Alors, il y a un effet générationnel. Je connais quelques médecins, mais de l'ancienne génération. Vous voyez ce que je veux dire, Louis? Comment ils acceptent l'idée, effectivement, qu'un outil va venir corriger le manque de pertinence, peut-être, de leurs recommandations et de leurs prescriptions? C'est une bonne question. Il y a 2 niveaux de réponse. Alors déjà, sur l'aspect ergonomique, gain de temps et tout, là, ils sont tous... Oui, parce que là, il n'y a pas de sujet. Ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Et ensuite, sur le côté pertinence, encore une fois, et d'où aussi la logique du non-copilote, le message, c'est vraiment, on est là pour vous aider. Vous avez 1 minute. C'est pas... Enfin, je veux dire, les médecins, ils font mieux. Et les pharmaciens, les dentistes, c'est pareil. Tous les professionnels de santé, s'ils ont le choix, ils prendraient le temps, ils passeraient 1 heure par patient et ils feraient la meilleure prescription possible. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Voilà, le premier, il est là. Donc nous, on est là, on fait des outils qui vous aident. Vous avez toujours la main. Nous, on ne décide rien. On essaie de vous éclairer, on vous donne les bonnes infos. Et puis voilà, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide moins, vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas d'obligation. Donc on est vraiment dans cette démarche. Et ce qu'on fait, en fait, quand on fait un logiciel comme ça, il faut montrer l'impact. Donc nous, on a toujours eu cette démarche. D'abord des études théoriques pour voir si les algos disaient pas n'importe quoi, et ensuite des essais cliniques, comme un médicament. D'accord. Par exemple, il y a la preuve. On démontre. Exactement. Il y a 3 semaines, 1 mois maintenant, on a présenté dans une conférence internationale notre dernier essai clinique. Donc on est allé dans des services de gériatrie, dans des hôpitaux. Et on a fait comme si c'était un médicament. On a pris des services, des médecins, on leur a dit, là vous avez Synapse, là vous l'avez pas. Vous faites comme d'habitude, vous prescrivez. Et puis on va voir à la fin si ça vous aide. Et les résultats en fait sont saisissants. On a plus de 2,5 fois de patients pour lesquels les médecins ont pu améliorer la prescription. Donc les gériatres, ils étaient ravis. Ça les a aidés, ça n'a rien changé dans leur pratique. On les a pas remplacés, on les a pas jugés. On leur a juste dit, maintenant, quand vous voulez les dernières recos, quand vous avez un outil qui en 1 seconde vous aide. Voilà.
Comment se passe le déploiement, la diffusion des solutions? Alors, vous avez levé pas mal d'argent, plus de 14 millions d'euros, là, c'est ça Alors, ça, c'est le financement IDEMO sur le dernier projet de recherche. D'accord. Soutenu par France 2030. Okay. Projet de 14 millions financé en gros à peu près à 50% par l'État. D'accord. Voilà, après, sur les levées de fonds... Donc, vous êtes dans les screens, dans les radars, là, de la puissance publique et des outils d'accompagnement de la puissance publique pour l'innovation et on est vraiment soutenu par France 2030, il faut le dire. Je veux dire, ça non, mais... de le dire, on aime bien. Si, c'est vrai, il faut le dire, bien sûr. Parce que voilà, on peut plus, etc. Mais non, l'État est présent sur les startups en santé, notamment France 2030 fait un gros boulot. Si on parle de levée de fonds avec des investisseurs privés, on est environ sur 30 millions d'euros depuis la création de la société. Okay. Et donc oui, avec 3 levées de fonds et des aides publiques. Ouais. On avait été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt santé numérique il y a 2 ans. Et là, on a remporté IDEMO cette année. Ouais, donc. D'accord. Ma question était c'est quoi alors, le modèle? Et puis, l'idée, c'est d'aller convaincre chaque médecin. Vous passez par des grands prescripteurs, pardon. C'est plutôt la fonction hospitalière que vous visez, donc les hôpitaux. Donc, comment ça se déploie commercialement? Alors, c'est en lien avec ce que je disais au début sur le fait d'être intégré, d'être distribué. C'est les éditeurs, en fait. Notre business modèle principal, c'est des partenariats avec les éditeurs qui, eux, pareil, sont ravis parce qu'on leur apporte de l'innovation. On leur apporte un aspect réglementaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qu'on fait, c'est très régulier. Il y a des certifications françaises, européennes, des certifications sur l'aspect des outils médicaux, et puis d'autres, parce que ce qu'on fait, c'est très contrôlé. La prescription, les bases de données médicamenteuses, il y a plein. Donc nous, on arrive avec des packages et on dit aux éditeurs, ça, on prend maintenant, c'est pas votre problème. Vous vous concentrez sur vos utilisateurs finaux. Et, voilà. Et donc, à la fin, l'utilisateur, c'est le professionnel de santé, mais ça passe par le partenariat avec l'éditeur de logiciel. C'est quoi la vision prospective que vous avez de ces outils et de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, notamment dans le monde de la santé, dans le monde médical? Est-ce que demain, ça implique le patient également? Enfin, quelle est la vision un peu stratégique que vous avez là? Si, il faut être honnête, ça bouge très vite. Hein. Ça bouge très vite. Nous, on parlait à l'époque de NLP, Natural Language Processing, avant que les LLM soient en mode. On travaillait dessus, donc ça fait des années, on a fait plusieurs publics là-dessus, mais évidemment... Oui, 2017, ChatGPT, ça date 2 ans, je rappelle. L'IA générative est arrivée dans nos vies il y a 2 ans seulement. Très, très vite. Et donc, évidemment qu'il y a un bouleversement, et c'est que le début, ça c'est ma conviction. Donc, le but, c'est de les intégrer. Attention, ChatGPT, c'est pas un outil médical, c'est pas un outil médical, c'est pas... Donc, il ne faut pas l'utiliser comme ça, je vois des études et tout ça. Non. Par contre, comment on l'intègre? Comment on le processe? Nous, c'est ça. On ne va pas développer chez Synapse des LLM. On fait des partenariats, donc notamment avec Mistral en France, on travaille aussi avec OpenAI, etc. Et on récupère ces modèles qui vont être de plus en plus performants. Bien sûr. Dans 5 ans, je ne sais même pas ce qu'ils feront, mais ça va être délirant. Et nous, après, notre boulot, c'est les intégrer, de les retravailler, de croiser ça avec notre expertise médicale, de croiser ça avec notre expertise réglementaire, avec notre expertise produit, pour qu'à la fin, ça soit parfaitement adapté à l'usage de la médecine. D'accord. C'est là qu'on intéresse. Mais c'est le cas d'usage qui guide vos développements stratégiques. Parce que, voilà, dans cet univers... Puisque le champ des possibles est ouvert à l'infini, il faut quand même se cadrer. Et c'est le cas d'usage qui guide vos développements. Le terrain. Au début, le terrain, c'était nous. Et puis après, on s'est rapproché des utilisateurs finaux. On a un lab aussi de bêta-testeurs, en fait. Les éditeurs aussi font ce travail avec... Et donc, en fait, nous, c'est simple. On a des idées. Et puis après, on confronte au terrain. On dit, ça vous plaît, ça va vous être utile. Voilà, on garde. Après, on fait des essais cliniques. Ça marche. Et puis après, on déploie. Merci beaucoup Louis, merci d'être venu nous parler de ce champ d'innovation dans la santé. Vous êtes le directeur médical et cofondateur de Synapse Medicine qui a reçu donc le prix de la Health Tech de l'année remis à l'occasion des trophées de l'innovation qui étaient organisés au début du mois de novembre par LBPM. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir et félicitations aux équipes à nouveau pour ce prix de la Health Tech de l'année. C'est gentil, merci.